Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de Koh Lanta, le feu sacré. Un épisode qui a ouvert la nouvelle saison de Koh Lanta en 2023 avec, je le dis tout de suite, un épisode plutôt solide de mon point de vue et on va en reparler. Je remercie déjà toutes les personnes qui étaient en live hier avec moi. On était plus de 250 en live à faire monter la hype avant cet épisode. Et voilà, on a passé, je pense, un très bon moment tous ensemble à préparer ce petit épisode de Koh Lanta. Et c'était un vrai plaisir pour ma part de vous retrouver. Et je vous retrouverai évidemment tous les mardis, chaque semaine, pour le petit live qui nous met dans l'ambiance tout simplement. Alors, déjà, on va commencer par un premier point, c'est la question donc de l'audience. L'audience n'a pas été très bonne hier, puisqu'ils n'ont même pas atteint les 4 millions de téléspectateurs. Ils ont fait 3,8 millions de téléspectateurs. Alors, il y a des façons de calculer qui sont différentes, selon si vous calculez la partie 1, la partie 2, blablabla, blablabla. Mais il est très clair que ça a été un lancement qui est en tout cas en deçà, je pense, des attentes de la part de la chaîne. Puisque voilà, avant c'était vraiment le programme phare de la chaîne et aujourd'hui ça l'est quand même beaucoup moins, je trouve. En tout cas c'est assez criant et voilà, l'audience n'a pas été extrêmement au rendez-vous, même si c'était pas non plus une énorme déception, il faut quand même le dire. L'audience est solide, mais Koh Lanta étant un programme qui coûte cher, je pense qu'effectivement ils payent le mardi soir, hein, ils le payent très sévèrement. Ils se sont coupés d'une partie des familles, ils sont partis d'une partie des... se privent aussi d'une partie des footballeurs qui aiment le football. Ils se privent également, on va dire, d'un public qui le mardi soir ne peut pas forcément se libérer autant pour regarder un programme qui s'est quand même terminé à 23h40. Je vous prends mon exemple, moi aujourd'hui, donc la vidéo va sortir un peu tard parce que j'ai passé la journée à Lyon, j'habite à Saint-Étienne, enfin en tout cas à proximité de Saint-Étienne. Et j'ai dû aller à Lyon, je me suis levé, c'était 5h45. Et voilà, ça a piqué un petit peu avec un épisode qui s'est terminé assez tard. En plus, bon, moi j'avais le live sur la chaîne de Space Babies. Mais voilà, clairement, quand même sans ça, l'épisode finissait quand même très tard hier soir. Il y a évidemment des zones qui sont en vacances. Et en plus, il y avait des zones en vacances, tu vois. Donc bon, bah voilà. Mais bon. Alors, on va parler donc de cet épisode. Épisode qui a commencé avec donc un classique de Koh Lanta. C'est-à-dire, vous arrivez sur un bateau, vous devez sauter du bateau pour vous rendre sur l'île. C'est là que ça permet de voir un petit peu certains niveaux en natation et de découvrir certaines personnalités. Dans ce passage, je trouve que celui qui s'en est le mieux, en tout cas qui est apparu le plus évident à l'écran, c'est certainement Esteban, qui, même s'il y en a eu d'autres, hein, qui évidemment sont illustrés par leur performance aquatique, mais lui, je trouve que ce qui est ressorti le plus de ça, de son passage, c'est qu'à la fois, il a été performant, mais qu'il était en plus avec plutôt le cœur sur la main et l'envie d'aider, l'envie de bien faire. Et je me suis dit, ça peut avoir son importance parce que ça peut être un candidat qui, sur la durée, peut être un énorme, un profil de gagnant, on pourrait dire de cette manière, parce que, il a l'air d'avoir le contact facile avec les gens, l'envie de l'aider, etc. Alors, il pourrait se faire manipuler, hein, comme des Théora ou autres. Mais globalement, ça va être un personnage assez intéressant et on le verra plus loin. Évidemment, il a été très très drôle lors d'une nuit devant le feu. Enfin, en tout cas sur le camp. On commence la saison ensuite, donc les candidats se présentent devant Denis qui leur annonce que la saison va démarrer avec le parcours du combattant. Un parcours homme, un parcours femme et ensuite l'homme et la femme s'affronteront dans une épreuve pour se départager. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, c'est que honnêtement, ça a donné du rythme à ce début d'épisode. Le parcours du combattant, c'est quand même facile pour faire plaisir aux gens parce qu'on se retrouve avec une épreuve que les gens aiment bien et globalement, voilà, il y a de la compétition, il y a souvent du suspense, des retournements, donc c'est évidemment une excellente façon de démarrer la saison. Petite, par contre, chose que je suis obligé de faire en remarque, c'est que c'est quand même dangereux de la part de la production de commencer par une épreuve aussi exigeante physiquement parce que on voit que certains candidats par exemple, c'est vu surtout chez les hommes, je trouve plus que chez les femmes, mais voilà, que par exemple quand ils montent la palissade, il y avait une palissade comme ça en forme de toit comme ça, et avec donc des barreaux, et il y a un des candidats, il est à deux doigts de se prendre le pied dedans et de tomber assez lourdement, soit de s'attraper la cheville et donc de se la tordre, ou alors de tomber sur la tête.
Ce qui pourrait donc être particulièrement rude. Et je pense que sincèrement, on pourrait se retrouver avec des abandons dès le début. Freddy en avait fait les frais il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est vrai que commencer par une épreuve où les gens, tu vois, ils veulent vraiment... tu sais, ils sont bourrés d'énergie, donc encore plus de risques pour moi potentiellement de se blesser. C'est quand même un peu couillu, mais bon, pourquoi pas. Alors dans ce parcours du combattant, on va identifier quelques éléments, notamment Grace, qui a été particulièrement efficace dans le parcours du combattant. Physiquement pourtant, moi sur sa photo, ça me semblait pas non plus être la machine de guerre ultime. Mais en vrai, sur le parcours du combattant, elle a été plutôt assez irréprochable. La deuxième qui a été assez irréprochable, c'est Clémence. Clémence qui a été d'ailleurs dans le trio de fin, qui s'est plutôt bien imposée. Elle a développé beaucoup de puissance et beaucoup de... voilà, elle a l'air d'être quand même très bien tankée pour ce genre d'épreuve, donc plutôt cool. Mais celle qui va l'emporter, donc c'est Elena. Elena qui a fait énormément parler, on en reparlera juste après. Mais donc Elena remporte l'épreuve et elle fait preuve d'une forme elle n'a pas fait preuve de modestie, c'est-à-dire qu'elle a dit qu'en gros elle avait travaillé dur pour obtenir ce physique et qu'en gros, pour la faire simple, si je résume un peu son propos, c'est de dire que elle a toujours rêvé de faire le parcours du combattant et donc elle y a mis toutes ses tripes et que bah voilà, elle était fière d'elle et fière de son parcours. Et globalement, la réaction qui a été sur Twitter de ça, c'est on l'a comparé à des clémentines. Je trouve que ça n'a pas de pertinence pour moi, parce que c'est absolument pas le même profil. Il n'y a pas de cette... je trouve pas qu'il y a eu de la vantardise qui est sortie. C'était plutôt... en fait, les gens aujourd'hui, ils sont tellement fragiles qu'ils sont plus capables d'accepter qu'il y ait quelqu'un qui soit quand même fier de lui. C'est pas parce que tu es fier de toi que les autres, par essence, doivent être rabaissés par le fait que tu sois fier de ce que tu as accompli. Tu as le droit, encore dans notre pays et dans notre civilisation, d'être fier d'avoir réussi le parcours du combattant. Je veux dire, elle va pas... Alors, on pourrait se dire, oui, mais c'est mieux d'avoir la victoire modeste. Alors, la victoire modeste, voilà, c'est discutable, c'est le parcours du combattant. Hein, le mot est quand même écrit dans le texte. Hein, c'est un combat, c'est un parcours du combattant, donc le meilleur combattant va s'imposer. Et donc, voilà, le fait qu'elle soit heureuse de l'avoir fait, j'ai pas trouvé que c'était... rabaissant. Clémentine, elle avait beaucoup plus ce côté hyper gagnant, tu vois, elle voulait vraiment gagner. Moi j'aimais bien, mais les gens n'aimaient pas. Mais elle avait ce côté gagnant, mais c'est vrai qu'elle avait ce côté gagnant et puis, tu vois, à lancer des pics, des choses comme ça. Là, franchement, à part si on est un peu fragile des genoux, globalement, et qu'on n'a pas forcément une grosse confiance en soi, normalement, il n'y a rien qui était particulièrement blessant. Mais ça, voilà, fait pas mal réagir. On le verra, ça a fait réagir sur le camp et ça a fait réagir beaucoup sur Twitter. Les gens se sont déchaînés sur Elena. Ensuite, on va passer donc au parcours hommes. Là, bon, ils ont tous, voilà, il y avait une belle, comme je l'ai dit, une belle énergie, une belle rapidité. Celui qui est vraiment paru hyper fort, c'est Nicolas. Nicolas qui va remonter sur ses adversaires et finit extrêmement fort pour l'emporter. Et donc, on va avoir un affrontement Elena contre Nicolas. Et c'est Nicolas qui va l'emporter au jeu de l'équilibre sur les bambous, à devoir, voilà, il y a faut faire attention que ce soit la bonne taille, voilà, très cool. J'ai absolument adoré Nicolas sur ce début d'épisode, et ça se confirmera par la suite. On sent un énorme potentiel évidemment physique, mais on verra que par la suite, en fait, il y a plus qu'un potentiel physique. Je me dis, bon, ok, tout ça là, c'est plutôt cool. Mais l'épreuve que je vous ai annoncée n'a pas eu lieu avant la première pub. Ça paraît dingue, mais l'épisode a commencé à 21h12, quelque chose comme ça. Et à 21h39, on avait déjà la première pub. Peut-être même 21h15, il a dû commencer. Donc ce qui fait qu'on a eu un très peu de temps avant la première pub. C'était un peu rude. Clairement les pubs, alors bon, on a eu des pubs un peu plus courtes que d'habitude. D'habitude, on avait des fois des pubs qui pouvaient dépasser les 10 minutes. Là, globalement, on s'est tenu entre 7 et 8 minutes. C'est quand même long, mais ça va, même si c'est long. Mais on avait eu bien pire par le passé. Donc, victoire de Nicolas. Et là, donc, on explique évidemment donc, le concept du talisman, puisqu'il remporte la victoire et il remporte le talisman. Les deux sont évidemment nommés chefs d'équipe, mais ça, ça me paraît évident.
Alors, j'ai trouvé ça incroyable comment Denis Brognard nous a raconté l'histoire du talisman. Franchement, j'étais en PLS, c'était très drôle. Alors, écoutez bien. Il lui dit qu'en gros, le talisman lui permet de se protéger au conseil, de protéger quelqu'un qui est dans son conseil, ou de protéger quelqu'un d'autre lors d'un autre conseil auquel il pourra assister s'il n'est pas dans l'équipe qui est nominée pour le conseil. Voilà. Et il lui précise que si jamais il utilise son talisman pour une autre personne, eh bien je l'ai noté parce que ça faisait vraiment mes avocats de droit de base à loi, vous pouvez protéger quelqu'un en gardant la propriété. Ça faisait vraiment, mais le texte de loi, tu sais, vraiment le truc, un peu la déclaration des droits de l'homme. Vous pouvez garder l'usufruit de votre objet en donnant juste la propriété matérielle à une autre personne, mais l'usufruit vous revient puisque vous en êtes propriétaire et votre lignée en héritera sur plusieurs générations de cet objet. Voilà, ça m'a fait rire, mais bon, c'était assez marrant. Ensuite, donc deux chefs d'équipe évidemment, donc Nicolas et Elena. Et on annonce donc deux choses, qu'ils vont passer toute la suite de la journée plus la nuit tous ensemble pour apprendre à se connaître et que comme ça Nicolas et Elena pourront constituer leurs équipes en connaissant mieux les aventuriers, ce que je trouve plutôt sympa. Et qu'il n'y aura mon œil Jean-Pierre, pas de riz, voilà, annoncé comme ça, mon œil. N'oubliez pas la règle, lorsqu'il vous donnera du riz, bouffez-le. Nicolas a un énorme profil. Alors déjà, bon, il est hyper taillé, hyper sportif, les abdos, tout ce que tu veux. Il a une capacité à être leader, puisque en plus il est chef par le jeu. Mais je trouve qu'en plus, ce qui ressort énormément de la partie où là, ils ont commencé à vivre sur l'île, à fabriquer la cabane, blablabla. Je vais pas revenir sur l'ensemble de tout, parce qu'honnêtement, un peu nébuleux, il y a des personnes qui parlent beaucoup. Mais si je devais résumer la pensée globale, c'est un peu une répétition, ce qui fait que d'ailleurs c'était un moment de creux pour moi, ce moment-là sur l'île. Ça a été un peu la répétition systématique d'une idée qu'il faut que vous rentriez dans votre tête, c'est que Elena, elle n'est pas gentille et que notre ami Nicolas, eh ben, tout le monde veut aller avec lui. Et que ceux qui veulent aller avec Elena, c'est parce qu'ils veulent la virer. Voilà, c'était un peu cette ambiance-là, tu vois, un peu une ambiance... en gros, ceux qui veulent aller avec Elena, ils veulent tous la détruire. Et ceux qui veulent aller avec Nicolas, bah, c'est plutôt parce que bah, il a l'air intéressant, puissant, etc. Et j'ai trouvé que Nicolas, en plus, alors c'est vrai qu'il a pas ce côté leader, tu vois, qui parle énormément, il parle plutôt peu. Mais par contre, il a une force qu'ont les grands aventuriers de Koh Lanta, comme des Claude ou autres, c'est qu'ils attirent, ils agglomèrent autour d'eux par sympathie. C'est très dur, même quand on est stratège, d'agglomérer autour de vous par sympathie. Souvent, vous agglomérez par intérêt, c'est-à-dire que les gens sont agglomérés autour de vous parce que ils ont un intérêt, parce qu'ils sont en alliance, machin. Non, c'est là, on a l'impression que vraiment les gens ils se disaient « Ouais, moi franchement, ça passe bien avec lui, j'ai envie, il attire de l'attraction avec lui. » Et ça peut être une force dans le jeu. Parce que ça fait qu'il y a des candidats qui vont avoir jamais l'idée peut-être de mettre son nom à éliminer. Parce qu'ils vont se dire « Ouais, mais non, franchement, c'est un mec cool, c'est un mec sympa, blablabla. » Et donc ça peut être important pour la suite, même si évidemment avec son profil il peut être très dangereux. Donc il faudra peut-être en discuter. On va revenir, voilà, donc beaucoup de discussions comme je vous le disais, sans grand intérêt. Tout le monde veut aller avec Nicolas. Celui qui va être très problématique dans ce début d'épisode, c'est Alexandre. Donc Alexandre qui est estampillé comme étant le stratège, hein, selon son portrait. En fait, il y a un problème avec Alexandre, c'est qu'il est la représentation maladive de ce qu'est la stratégie et le stratège selon ALP. ALP, quand il caste un stratège, d'ailleurs ils en castent souvent qu'un seul par saison, en tout cas qui a vraiment ce profil-là, eh bien c'est qu'il est toujours par rapport aux autres, je précise bien par rapport aux autres, parce que évidemment mes remarques la physique sur la personne ne sont pas du tout pour être discriminantes ou rabaissantes ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on compare des gens qui franchissent le Kilimandjaro à main nue et des gens plus normaux, tu vois, des gens qui vivent de la vie normale. Et là on est avec quelqu'un d'Alexandre qui est plutôt de la vie normale, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur le sportif de haut niveau. Et je trouve que ces dernières années, avec les Hamad, les Adrien, etc., on a un peu cette maladie du stratège qui arrive, mais qui en fait, dès le début, dès les premières minutes où il pose son pied sur le camp, il se retrouve à devoir agir, à devoir aller chercher des soutiens,
à devoir discuter stratégie immédiatement alors qu'ils n'ont même pas commencé à se présenter et à dire leur prénom. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent immédiatement en danger puisqu'ils n'ont pas le niveau physique. Alors qu'un stratège qui aurait le niveau physique, eh ben, il pourrait faire des stratégies beaucoup plus discrètes, beaucoup plus dans le feutré, beaucoup plus progressives, et il aurait moins l'impression d'arriver comme un énorme bulldozer comme ça arrive beaucoup trop souvent. Et Alexandre, ça a été la représentation mais parfaite de ce problème. Et c'est un problème depuis de nombreuses années chez TF1, enfin chez ALP pardon pour être précis, c'est quand ils font le casting comme ça là vraiment d'une personnalité de l'émission qui doit être le stratège, eh bien ils le prennent ok, mais par contre physiquement ils vont pas lui donner d'atouts. Ce qui est dommage, pourquoi on peut pas avoir un aventurier qui a autant un atout physique mais qui a aussi une envie de stratégie, de jouer, d'éliminer, blablabla. Parce que clairement, je pense que ça serait beaucoup plus plaisant pour le téléspectateur. Des personnalités, j'ai cité Claude tout à l'heure, mais il y a plein de personnalités qui ont été des gros stratèges, mais qui physiquement étaient au top. Physiquement étaient au top. On peut dire beaucoup de choses, tu vois, sur Pascal, etc. Parce que forcément, aujourd'hui, il est très discutable. Mais à l'époque, Pascal, malgré tout, il était stratège, mais aussi parce que sur les épreuves, ça marchait, Pascal. Il était plutôt efficace. C'était pas le meilleur, c'était pas le plus fort, mais il n'était pas à la rue non plus, tu vois. Il arrivait quand même à se défendre. Là, à chaque fois, c'est toujours la même chose et c'est vrai que c'est un peu redondant. Ce qui fait d'ailleurs que je vais répondre à ma propre question que j'avais posée quand on avait fait la vidéo, enfin que j'avais fait la vidéo sur un peu le casting, qu'est-ce que j'en pensais là. Et vous avez dit que j'avais pas trouvé que le casting était si différent d'habitude. Alors je vous le dis, je le maintiens, le casting il est comme d'habitude. C'est-à-dire que là on te disait c'est le grand retour de la stratégie, pardon, mais en fait le casting il est comme d'habitude. Donc je pense pas que ça sera si différent que les saisons d'ordinaire. Parce que voilà, ils ont casté comme ils auraient casté d'ordinaire. Donc bon, le soir, la nuit va être très difficile, il va y avoir beaucoup de problèmes de sommeil. Et ensuite, voilà, dans les personnalités qu'on va remarquer beaucoup à ce moment-là, parce que voilà, on est un peu sur une période où ils sont trempés, il y a la pluie, la nuit a été difficile. Et un de ceux qui a gardé vraiment le moral, c'est Rudy. Rudy, personnage très souriant, très solaire, il fait un peu penser à une forme de Namadia, tu vois, des saisons récentes qui, voilà, était toujours avec une bonne ambiance, ou un Laurent dans une moindre mesure, mais parce que Laurent, toi, c'est un peu presque poussé, c'est presque de la commedia dell'arte, mais là, c'est un peu l'idée que, voilà, il est content d'être là et ça se ressent, et je trouve que c'est communicatif, en tout cas pour le moment. On verra comment ça évolue, évidemment, dans les épisodes suivants. Mais celui qui m'a fait halluciner, c'est évidemment Emin, j'espère que je le prononce comme il faut, qui annonce donc une stratégie. Ouais, le mec il fait des stratégies dans la nuit, comme ça, dans le plus grand des calmes. Il nous annonce « Je ronfle exprès pour empêcher les autres de dormir ». Bon bah là, on a trouvé le GOAT de la stratégie, ça y est, le mec c'est le Panthéon. Voilà, on te dit c'est Alexandre, mais non, on l'a trouvé, le mec c'est « Je ronfle pour empêcher mes adversaires de dormir, comme ça je vais gagner ». Lui, il est dans le futur. Lui, il fait des stratégies d'un autre temps, d'un autre monde, d'un autre univers parallèle. C'est incroyable, c'était extrêmement drôle, j'étais plié en deux, c'était magnifique. On arrive donc ensuite à la nouvelle journée et donc avec l'épreuve d'immunité. Il n'y aura pas d'épreuve de confort pour ce premier épisode. Et avec la composition des équipes. Alors, là, je ne vais pas vous afficher l'intégralité, voilà, je ne vais pas vous donner un avis sur chacun d'entre eux, ça serait un peu long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous citer les prénoms et je ne vais pas non plus rentrer dans le détail. Et on reviendra en fait sur le détail de chacun d'entre eux quand dans la saison ça s'y prêtera. Parce que là, honnêtement et sincèrement, j'ai pas, voilà, j'ai pas de choses à dire sur la plupart d'entre eux pour le moment. Donc on va rester voilà, juste à vous donner l'information factuelle. Donc Nicolas, il a la couleur jaune. Il va commencer par une femme en premier, ce que j'ai noté. Attention, c'est pas un problème, c'est juste pour constater que souvent, il commençait souvent par les hommes parce que c'est une denrée un peu plus... Bah voilà, il faut absolument prendre le meilleur homme et le meilleur homme, tu vois, tout de suite. Là, non, lui, il va faire le choix, probablement parce que c'est lui le meilleur homme, de récupérer donc Grace, pardon, excusez-moi, je le prononce à l'américaine, Grace, ça y est, qui est donc celle qui s'était particulièrement illustrée sur le parcours du combattant, donc plutôt logique. Elena, bah, pour les mêmes raisons que je vous citais tout à l'heure, à part la natation qui avait été bon, et le parcours du combattant où il avait été bon, Esteban. De l'autre côté, donc Nicolas va choisir Frédéric, et après donc je vais faire toute la liste des jaunes, donc c'est donc Grace, pardon,
Frédéric, Quentin qui a été totalement transparent, en tout cas je ne l'ai pas du tout vu, Gilles, Clémence, Laura, Benjamin et Tania et Célia qui n'ont pas été choisis, qui ont dû être imposés à l'équipe puisqu'il fallait un certain nombre de garçons et de filles. De l'autre côté, Elena, donc elle avait choisi Esteban, Rudy, bonne ambiance, bon truc, Christine, Martin, Julie, Elodie, Émine, Alexandre, Anne-Sophie. Ça, c'est l'ensemble de l'équipe, en sachant que là-dedans, Alexandre n'a pas été choisi. Voilà. C'est ça, hein, il me semble. Hein. Je crois même Émine et Alexandre, je crois, n'avaient pas été choisis. Je crois. Épreuve d'immunité. Alors, l'épreuve d'immunité, c'est un classique. C'est, vous êtes... alors, parfois, elle se fait en individuel et parfois, elle se fait en collectif. Là, elle se faisait en collectif. Vous avez une boule à faire passer sur une sorte de forme d'animal. Donc, souvent, c'est une sorte de comment on appelle ça? Salamandre, tu vois. Et en fait, il ne faut pas que la boule, elle tombe sur les côtés et qu'elle se mette dans leur emplacement. Et tu as 3 boules à placer. Et donc, il faut être synchro, bouger le bois de gauche à droite. C'est plutôt une épreuve cool. Ce que j'ai noté comme élément intéressant, parce que je trouve que l'épreuve était sympa, mais tu vois, c'était pas non plus incroyable parce qu'en termes de suspense, c'était assez compliqué. Mais c'est c'est cette phrase de Denis, alors qu'ils étaient en train de faire l'épreuve. Les jaunes vont moins vite, mais font moins d'erreurs. Et ça, je sais pas si vous avez fait, je sais pas si vous avez l'ouïe pour constater la différence, mais c'est pas la voix off. Parce que d'habitude, Denis, en fait, il tourne beaucoup de choses en voix off. Là, non, il fait ses commentaires comme ça là, sur les candidats directement en live. Alors ça, c'est très américain, hein. Le présentateur américain fait ça. C'est-à-dire qu'en pleine épreuve, il te dit que t'es une merde, et bah il te dit que t'es une merde. Et ben là, bon, évidemment, c'est Denis, donc il te dit quand même pas ça. Mais ça, voilà, c'était un peu le... C'est d'habitude, à part te dire... oh attention, cette équipe remonte, oh là là, cette équipe a un truc de retard, mais rien n'est fait, tu vois, il te dit juste des choses comme ça, mais c'est un peu juste un état des lieux, quoi. Là, non, il s'est permis une forme de jugement où je lui ai dit les jaunes vont moins vite, mais font moins d'erreurs. Et ça, il l'a annoncé à l'oral devant tout le monde, donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, c'est la partie drôle, c'est évidemment quand les rouges sont sur le point donc de remporter la victoire. Denis prend la parole et dit et c'est parti, et c'est bon pour la 3e boule, c'est bon, et ah non, et voilà, il s'arrête comme ça là, ah non, c'était pas bon. Et puis au final, ça finit par être bon quelques centièmes de seconde après, mais il s'est tellement préparé en amont qu'en fait sa phrase elle est montée trop vite, et d'un coup il s'est rendu compte que ah non, il fallait que j'attende un peu, et il s'est cassé lui-même, c'était assez marrant, et clairement je pense que cette image elle fera le buzz pendant longtemps. On nous précise que, donc en plus du talisman, il y a des avantages qui ont été glissés sur l'île. Ça fait très penser aux armes secrètes, on va pas se mentir. Donc en fait cette saison c'est un peu un mix des armes secrètes, peut-être malheureusement, je sais que je vais en choquer, mais un peu de l'anneau d'or, avec cette idée qu'il y a un élément dans le jeu qui est particulièrement énorme et qui te donne un énorme pouvoir. Par contre, vu qu'il est... il peut être transmis, qu'il n'a pas vocation peut-être à rester uniquement sur le même aventurier, c'est un anneau d'or mais qui semble être plus faible, tu vois, et qui t'envoie pas directement en finale, etc. Parce que tu pourrais très bien, selon le système de fonctionnement, faire une sorte de ping-pong. Donc on va voir comment ça fonctionne au fur et à mesure. Là ensuite, bon bah... la vie de camp va se profiler, il va pas se passer énormément de choses, on va avoir une séance d'hypnose de la part de Esteban, c'était plutôt très marrant, ouais, moi je me suis beaucoup marré. Celle qui va m'énerver assez vite, c'est Elodie, qui chante, voilà, moi c'est vrai que c'est pas trop ma came, je me souviens notamment de Julie il y a quelques années qui chantait du Disney et tout, moi c'est pas trop ma came, et pourtant je suis hyper sur le divertissement, mais en fait quand le divertissement, tu vois, c'est pas sincère, bah, ça marche pas trop sur moi. Bah là on est exactement là-dedans, je sais pas, mais là-dessus, bon elle chante bien, hein, mais franchement ça m'a pas non plus transporté. Martin va réussir à faire le feu chez les rouges, bravo à lui, parce que c'est pas facile, il a plu juste avant qu'ils arrivent, donc le défi est à la hauteur, mais bravo. Et ensuite donc sur le camp des rouges où ils sont le camp des jaunes pardon où ils sont en danger, Tania ou Célia semblent en grand danger. Voilà. Alors pourquoi? Alors on va faire par ordre d'élimination. Tania c'est la plus jeune de l'équipe et c'est une aventurière qui globalement n'a pas prouvé particulièrement de choses sur les épreuves. Célia, elle, semble peut-être un poil meilleure sur les épreuves, mais c'est la plus âgée et on le sait, c'est pas un avantage
dans koh très souvent, encore plus si on est une femme. Eh bien, j'ai pas trouvé qu'il s'est dit grand chose dans le conseil, honnêtement. Après, c'est le premier épisode, je comprends. Mais là, ce que j'ai trouvé par contre surréaliste, c'est que... alors, à la limite, je comprends quand c'est pas ton équipe. Mais là, Nicolas, qui avait le talisman, alors qu'il était au conseil de son équipe, tu vois. Et ben, enfin, il était au conseil, je me comprends, mais il était avec l'équipe, là. Et ben, il était à part, vous voyez, vraiment visuellement, comme ça, là. Nicolas, il était sur le côté, et les autres, alors que c'est son équipe, tu vois. Limite, quand tu vas voir les conseils, le conseil de l'autre équipe, je comprends à la limite. Mais là, il était avec ses compatriotes, et c'était très bizarre, tu avais l'impression qu'il était au coin, qu'il était un peu au tribunal, tu vois, ça faisait hyper bizarre. Je trouve que visuellement parlant, je pense que c'était peut-être pas la meilleure idée. Limite qu'il le laisse, ce siège, pour justement quand lui viendra juste observer. Mais je trouve que là, c'est bizarre de le mettre à part, voilà. Alors le talisman, il est hyper cheaté. Parce que déjà, si vous n'avez pas fait attention, le talisman est joué après les collets d'immunité. Après les collets d'immunité. Encore, il serait joué avant, il serait quand même un peu moins cheat. Là, c'est joué après les colis. Donc c'est-à-dire que le mec qui a le talisman, ou la fille qui a le talisman, elle a l'ensemble des éléments dans sa possession. Donc elle peut décider de le jouer, elle peut décider de ne pas le jouer, elle peut se dire tiens je suis en danger, etc. Moi j'aurais préféré qu'il fasse plutôt l'inverse. D'abord le talisman est joué, et ensuite le collier d'immunité. Je pense que ça aurait été quand même un peu moins cheaté quand même. Un peu moins cheaté. Bon, il se dit pas grand chose pendant le conseil. Voilà. Bon. Des questions, ouais, enfin voilà, il n'y a pas grand chose. On a parlé beaucoup, voilà, que Célia elle a essayé de faire croire qu'elle avait un collier, des choses comme ça, mais bon, il n'y avait pas énormément de choses. Et donc c'est Célia qui s'en va avec 6 votes, Tania 3 votes et 1 vote contre Clémence. Je sais pas qui a voté Clémence, j'ai pas fait forcément attention, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ah oui, bah si, c'était Célia je crois, parce qu'elle voulait mener une stratégie qui visait à que Célia et Tania soient pas obligées de s'éliminer. Mais ça, moi non plus, je n'y croyais pas, donc voilà. Et elle est partie avec une sorte de speech misérable où elle est arrivée en disant ouais, moi au moins je peux me regarder dans le blanc des yeux, j'ai pas menti, machin. C'était misérable, c'était pathétique, c'était nul de chez nul. Non, elle a bien fait de te mentir, évidemment, parce que là, voilà, on est dans koh, si on peut plus mentir dans koh, bah, on n'est pas sorti du sable. Donc je te le dis tout de suite, non, elle a fait ce qu'il fallait faire, elle a rien à se reprocher. Au contraire, elle peut rentrer chez elle la tête haute, il n'y a aucun problème. Elle peut regarder ses enfants et ses arrière-petits-enfants et ses petits-enfants qu'elle n'a pas encore parce qu'elle n'a pas l'âge. Sans aucun problème, Tania, ne t'inquiète pas, tu n'iras pas brûler en enfer pour ça. Parce que clairement, bah, quand on te demande pour qui tu vas voter, eh ben, t'es amené très souvent à mentir. Donc reprocher aux gens que dans koh il va falloir un peu mentir, bah, je suis presque content qu'elle se soit barrée celle-là. Parce que sinon, franchement, on l'aurait traîné un peu comme un boulet. Je comprends le système des valeurs, je comprends tout ça, blablabla. Moi, ce qui m'énerve plus, c'est quand ils éliminent sur des faux arguments. Pas quand ils mentent, mais quand ils éliminent... quand ils mentent pour faire des choses qui sont pas légales, tu vois. Quand on t'invente des faux matchings, des faux machins, tu vois, des trucs. Là, moi, ça m'énerve. Mais si tu mènes une stratégie, mais que tu essayes un peu d'orienter des personnes vers une direction pour que toi, tu ailles dans l'autre, machin... Bah bien sûr, mais oui, mais c'est le jeu, hein. Sinon il n'y a pas de strat et tu fais rien. Donc à un moment, voilà, elle est partie sur ses grands chevaux avec un système de valeurs. En gros, je pense qu'elle a voulu soigner sa sortie en se disant « Moi au moins, je réussis ma sortie, toi tu réussiras pas la tienne. » On en reparle Jean-Jacques. Voilà, en tout cas Célia, désolé, mais voilà. Alors d'ailleurs, vous n'aurez pas la photo de Célia parce que je ne l'ai pas trouvée sur Instagram, parce qu'elle n'a pas créé de compte, ce qui d'ailleurs spoilait un petit peu qu'elle n'allait pas rester longtemps. Et alors, petite précision, il y a Nicolas qui a créé un compte, mais vous avez vu, il n'y a pas sa photo. Pourquoi? Parce que sur le seul compte qu'il a, il n'a pas de photo de lui non copyrighté. En fait, il a que les vidéos, les photos d'ALP. Et vu qu'on a des problèmes, on va essayer d'éviter les problèmes. Voilà, bah écoutez, en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode pour terminer? Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, un épisode très satisfaisant. Le parcours du combattant, c'est quand même une valeur sûre. J'ai moins aimé le creux de l'épisode. Toute la partie en fait où tout le monde s'est ligué contre Elena pour en dire du mal, globalement, voilà. En plus, surtout, bon, c'était des arguments. Ouais, elle est un peu trop dirigiste, machin. C'est sûr, Nicolas, il parle moins.
voilà, à chaque fois c'est un peu toujours les mêmes rengaines. Le mec il veut faire la cabane, mais veut la faire comme ça, et moi je veux faire comme ça. Ah bah lui il a posé ses idées, machin là. Bon, on y a été un peu moins fort que d'habitude, mais toujours c'est vrai que ça sort un peu des arguments. Voilà, on s'en fout un peu. On verra ce que ça aura la semaine prochaine. C'est vrai qu'Elena, elle était super contente de son équipe. Genre, je suis trop contente. J'ai vraiment des gens autour de moi, c'est vraiment des amours, c'est des crèmes, c'est des nounours en chocolat avec de la gélatine au milieu. Vraiment, c'est des cœurs au lait. Je les aime, ils m'aiment, nous nous aimons, vous vous aimez, ils s'aiment, ils s'aimeront pour toujours, etc., etc. Et s'ils savaient que la plupart des gens étaient en train de dire « on veut qu'elle dégage !» C'était assez formidable, un peu ce, tu vois, ce décalage en tout le monde m'aime et les autres... on ne peut pas te voir. Il y avait comme ça un écart de réalisme, tu vois, face à la situation qui était assez terrible. Voilà. En tout cas, voilà, bon épisode, un casting classique. Ça sent un peu les armes secrètes. On verra comment ça sera utilisé. De toute façon, hein, les armes secrètes, par essence, c'était pas mauvais. Hein, c'est plutôt par l'utilisation, le casting, les Flavio, tout ça, on connaît. Mais voilà, les armes secrètes, c'est ça pourrait être... Enfin voilà, là, on a un peu cette idée-là. Et on verra ce que ça va donner. On espère en tout cas qu'on aura une belle saison. En tout cas, moi, je l'espère. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!